Tout d'abord, merci beaucoup pour cette occasion de présenter ce travail. Et avant de commencer, je dois dire que je ne suis pas bioinformaticienne, mais biologiste utilisatrice de bioinformatique. Et donc, je me contenterai vraiment de présenter les choses de ce point de vue-là. Alors, effectivement, je voulais illustrer l'utilisation des big data en épigénétique par la méthylation de l'ADN. Je pense qu'on peut simplifier le début de ce topo, puisqu'il y a déjà eu plein de présentations. Je veux simplement rappeler que, en fait, la séquence de l'ADN génomique joue un rôle vraiment primordial pour la méthylation de l'ADN, puisqu'en fait, ou quasi seules les cytosines qui sont en amont de guanine chez les animaux peuvent être méthylées. Donc c'est ce qu'on appelle les sites CPG, à ne pas confondre avec les îlots CPG qui sont en fait un regroupement de sites CPG. Alors ces sites CPG, en fait, ils ne sont pas répartis de manière uniforme sur le génome. Donc là, on peut représenter un chromosome avec le centromère ici. Et en fait, ce qu'on peut voir ici, sur cette courbe qui représente la densité en sites CPG, c'est qu'ils sont particulièrement importants dans les séquences péricentromériques et subtélomériques, mais également au niveau des éléments mobiles du génome, donc les transposons et les rétrotransposons. Tout cela pour assurer la stabilité et la structure du génome. Et donc, tous ces éléments sont très fortement méthylés, ce qui fait qu'en fait, à l'échelle du génome, on a surtout de la méthylation et très peu d'absence de méthylation quand on regarde l'ensemble du génome. Alors, on a également une concentration de sites CPG dans les séquences amont des gènes. Et là, par contre, la méthylation est assez variable. Et évidemment, à cette échelle-là, ne sont pas représentés tous les énonceurs qui sont tout petits en taille et dont la méthylation joue un rôle essentiel pour la régulation de l'expression des gènes. Donc, au niveau des gènes, en fait, en général, la méthylation au niveau du promoteur est associée à une répression de la transcription, alors que l'absence de méthylation est plutôt associée, chez les gènes qui ne sont pas trop riches en CPG, à une activation du gène. Donc, la méthylation, on l'a vu, ça présente des propriétés de biomarqueurs qui sont tout à fait intéressantes. Elle intervient bien sûr de nombreuses fonctions biologiques. Elle présente un bon équilibre entre stabilité et plasticité, ce qui permet d'aller regarder à long terme des événements qui ont affecté le génome et qui ont été archivés. C'est également une modification covalente de la molécule d'ADN génomique. Et ça permet de faciliter l'accès à cette information par rapport à d'autres marques épigénétiques. Donc vous avez eu des exemples de représentation de marques, de modification de marques d'histones. Et effectivement, là, on voit des pics au niveau du génome, alors que pour la méthylation, en fait, on peut on peut avoir une information précise à la base près, comme pour le génotype. Donc juste pour le mentionner, parce qu'après je ne vais plus du tout en parler, la technologie de séquençage Pacific Bioscience permet d'avoir une information directe sur l'état de méthylation de la molécule d'ADN, sachant qu'il y a quand même pour l'instant assez peu de recul sur cette technologie, et que la plupart des gens utilisent la technologie Illumina de séquençage haut débit, dont je vous parlerai aussi. Et donc là, pour avoir l'information de méthylation, il faut passer par un traitement chimique de l'ADN génomique au bisulfite de sodium, de manière à distinguer les cytosines méthylées des cytosines non méthylées. Donc là, c'est toute la cascade de réactions chimiques qui permettent de transformer les cytosines en uracile lorsqu'elles ne sont pas méthylées. Alors concrètement, comment ça se passe? Donc on extrait de l'ADN à partir d'un tissu ou d'un ensemble de cellules. Ensuite, donc, on n'amplifie pas directement cet ADN natif parce que sinon on va perdre l'information de méthylation. On fait le traitement bisulfite qui va permettre de transformer les cytosines non méthylées en uracile, tandis que les cytosines méthylées vont être protégées et vont rester des cytosines. Et donc, après, on peut amplifier cela et c'est ce qui va partir au séquençage. Alors, on va ensuite obtenir une fréquence de méthylation après avoir fait cette opération qui permet de convertir l'information de méthylation en un polymorphisme de séquence. Et là, on a le premier challenge d'analyse de la méthylation, qui est que la méthylation de l'ADN, c'est une variable continue. Donc, contrairement au génotype,
On peut être soit homozygote pour un allèle ou pour l'autre allèle ou hétérozygote. En fait, pour la méthylation, on a également 3 états possibles. Donc non méthylé sur les 2 allèles, méthylé sur les 2 allèles ou alors méthylé sur un allèle et pas sur l'autre. Mais contrairement au génotype, en fait, les cellules de l'organisme peuvent être dans ces 3 états-là, alors que pour le génotype, toutes les cellules sont dans le même état. Et comme en plus, souvent, on se situe à l'échelle d'un tissu qui représente un mélange de l'ensemble de ces 3 types de cellules, ça explique pourquoi on se retrouve avec une variable continue avec la méthylation. Donc en fait, on voit bien que si on travaillait à l'échelle d'une seule cellule, on aurait besoin de peu de molécules séquencées pour avoir une information précise, alors qu'à l'échelle d'un tissu, il faut beaucoup plus de molécules séquencées pour renseigner sur l'état de méthylation du tissu. Et on part en général du principe qu'il faut au moins 10 molécules séquencées. Alors malgré tout, on peut constater, donc ça c'est une représentation de l'état de méthylation de quelques millions de cytosines à l'échelle du génome, qui ne sont pas situées n'importe où, donc ça peut fausser un petit peu le résultat. Mais on a exactement le même type de distribution en U quand on s'intéresse à l'ensemble du génome, avec un grand pic à 0, un grand pic à 100, et puis des choses assez variables entre deux, qui montrent que malgré tout, beaucoup de cellules, sur un nombre important de sites CPG, les cellules sont soit méthylées, soit non méthylées, ce qui correspond plus ou moins aux séquences répétées qu'il faut réprimer, etc., comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, le deuxième challenge, c'est qu'on a vraiment affaire à des big data. Donc là, je vous ai mis là pour l'ensemble de ces mammifères la taille du génome et le nombre de sites CPG. Donc on voit qu'on est en gros entre 21 millions et 31 millions pour ces 6 mammifères-là, avec une densité des sites CPG qui est un peu plus importante chez les animaux domestiques que chez l'homme et chez la souris. Donc on parle de méthylome, qui est le patron de méthylation de l'ensemble ou d'une partie de ces CPG-là. Et en fait, l'acquisition des méthylomes représente un véritable enjeu technologique et financier, et qui est aussi de réduire la dimension de ce méthylome tout en conservant un maximum d'informations. Donc évidemment, ce qu'on souhaite faire, c'est plutôt aller regarder ce qui se passe au niveau des gènes pour faciliter l'interprétation biologique, et aller voir ce qui se passe entre les 2 grands pics-là pour avoir plus de variabilité à analyser. Et donc là, je vais vous parler d'une technologie qui s'appelle le RRBS, pour Reduced Representation Bisulfite Sequencing, puisque nous, on travaille chez le bovin, et que chez le bovin, il n'y a pas de puce 450K dont vous avez pu entendre parler hier. Donc cette technique, elle consiste d'abord à digérer le génome avec une enzyme de restriction qui va digérer quel que soit l'état de méthylation du site de restriction. Donc souvent, on utilise MSP1. Ensuite, on répare les boucles cohésives qui ont été générées et on fait une ligation d'adaptateurs pour le séquençage. Puis l'étape clé, ça va être la sélection de taille, puisqu'on va chercher à éliminer les tout petits fragments qui vont souvent représenter des éléments répétés qu'on ne va pas pouvoir analyser par la suite, et également les très grands fragments qui vont plutôt représenter des déserts en CPG. Et donc on va chercher à enrichir cette partie bleue qui représente les régions qui sont riches en CPG et dont à peu près 10% des CPG totaux. Une fois qu'on a fait cette sélection de taille, on fait la conversion au bisulfite de sodium et on envoie ça à séquencer. Et donc après, il faut faire une analyse bioinformatique qui consiste à d'abord aligner les séquences obtenues sur le génome de référence, puis à comparer éventuellement différentes comparaisons pour faire une analyse différentielle et trouver des cytosines différentiellement méthylées. On peut évidemment ensuite annoter ces cytosines différentiellement méthylées par rapport à divers éléments connus du génome. Et on peut également réaliser toutes ces opérations complètement in silico à partir du génome de référence qu'on peut analyser in silico et produire un RR génome, Reduced Representation Génome, et qu'on peut ensuite annoter. Donc tout ce pipeline-là a été fait par Luc Jounot et François Pumi, qui sont des bioinformaticiens de notre unité, et avec qui on a beaucoup travaillé pour produire ce pipeline. Et il a été mis à disposition de la communauté Fang, donc qui travaille sur la notation des animaux de rente. Alors, pour réaliser tout ça, il faut une infrastructure informatique du type, nous on utilise la plateforme Genotool Bioinfo, et si vous allez sur leur site internet, vous pourrez avoir toutes les spécifications de cette plateforme.
Alors, je vais d'abord parler du premier, de tout ce qui se passe in silico et qui permet de bien définir les conditions expérimentales. Alors, pour produire alors, dans le reste de la présentation, en fait, je présenterai souvent les fichiers d'entrée et de sortie, les commandes et les processus qui se passent au niveau de cette flèche-là. Donc là, on part d'un fichier FASTA qui représente la séquence du génome et on aboutit à un fichier FASTA qui va récapituler tous les fragments issus de ce processus avec leurs coordonnées chromosomiques. Donc, pour obtenir ça, il faut lancer cette commande-là, où on doit spécifier le génome de référence, l'enzyme qui est utilisée pour faire la digestion in silico, et également les bornes minimum et maximum pour la sélection de taille. Et bon, après ça, c'est le scaffold treatment, c'est est-ce qu'on veut garder les fragments, les scaffolds, donc qui ne sont pas assignés à des chromosomes ou non. Donc là, il va y avoir une digestion in silico et une sélection de taille in silico, donc les fragments trop grands ou trop petits vont être éliminés, et on va garder uniquement ce qui correspond à la sélection de taille spécifiée. Donc là, par exemple, c'est l'exemple du génome bovin digéré in silico par MSP1 et avec des fragments entre 40 et 290 paires de bases. Donc là, en termes de quantité de données, on part de 2,7 gigaoctets pour le génome total à 93 mégaoctets pour le RR génome, avec ces paramètres-là. Donc on voit déjà qu'on peut réduire in silico la dimension des données en réalisant cette opération. Ensuite, on peut annoter ce RR génome. Alors pour faire ça, donc, il nous faut le fichier à annoter. On a un fichier à la fin du processus qui est annoté et des fichiers de référence. Donc évidemment, on veut pouvoir annoter par rapport aux bornes des gènes et aux bornes des introns, exons, etc. Donc ça, c'est un fichier de référence de type GTF. Et d'autres fichiers de référence qui peuvent être par exemple les îlots CPG, les RIPI, les éléments répétés, etc. Et ce que fait le script, c'est qu'il va en fait agglutiner à chaque fois qu'il rajoute, qu'il fait appel à un nouveau fichier de référence, il va agglutiner au fichier à annoter des informations pour obtenir ce fichier à annoter. Et tout ça, en fait, ça se lance avec une seule commande grâce à la présence d'un fichier de configuration qui est ici et dont je vais parler un peu plus tard. Et tout ça, c'est très rapide puisque dans la plupart des cas, quelques minutes suffisent pour avoir toutes ces informations-là. Alors, le fichier de configuration, je vais juste le présenter brièvement ici. En fait, il permet de dire quel est le fichier à annoter et dans quel répertoire on veut mettre le fichier qui, lui, sera issu de la notation. Puis ensuite, il va appeler tous les fichiers de référence et également spécifier les paramètres qu'on souhaite spécifier. Par exemple, est-ce qu'on considère qu'un gène, les séquences intergéniques à plus ou moins 10 kb ou pas, tous ces paramètres-là peuvent être modifiés. Également le chevauchement avec les îlots CPG, la borne ce qu'on appelle les shores et les shelves, etc. Et tout ça, c'est très pratique. D'abord parce que ça permet d'avoir un archivage de tout ce qu'on a fait. Et également, ça peut être manipulé très facilement par des non-bioinformaticiens comme moi. Et donc, on peut lancer, en connaissant vraiment un minimum de lignes de commande, on peut lancer ces opérations d'annotation et en paramétrant plein de choses différentes. Alors, voilà ce que ça donne appliqué au génome bovin. Là, en fait, on peut voir qu'en séquençant uniquement 3% du génome, ça c'est sur le RR génome, mais que potentiellement, avec 3% du génome, on peut avoir accès à 12,5% des sites CPG, ce qui est intéressant, et qu'en plus, ces sites sont assez représentés dans des gènes et dans des îlots CPG. Donc, par rapport en fait, ça a été obtenu avec l'enzyme MSP1 et on a fait des fenêtres glissantes. Et par rapport à la fenêtre la plus petite, de plus petite taille, en fait, on voit qu'en nombre de fragments générés, on est beaucoup moins important, ce qui veut dire que dans cette fenêtre de toute petite taille, il y a beaucoup de très petits fragments et donc qui vont être très difficiles à aligner après sur le génome. Donc c'est vraiment cette fenêtre-là qui a été choisie. Donc tout ça a été appliqué à un dispositif de 94 échantillons
pour la recherche de biomarqueurs de fertilité dans le méthylome de spermatozoïdes de taureaux. Donc c'est l'objet du travail de thèse de Jean-Philippe Perrier. Alors la raison pour chercher des biomarqueurs de fertilité, c'est qu'en fait dans les élevages laitiers, l'essentiel de la reproduction se fait par insémination artificielle et que donc il n'y a pas trop de taureaux qui sont infertiles sur le marché parce qu'ils sont très tôt détectés parce qu'ils ont des anomalies de leur spermogramme. Par contre, il y a des taureaux subfertiles et que bien sûr, la présence de paillettes issues de taureaux subfertiles est un problème à la fois pour les éleveurs, mais aussi pour les entreprises de sélection qui commercialisent ces paillettes. Donc sur les 94 taureaux, en fait, il y en a une soixantaine donc, qui représentent 2 races laitières très présentes en France, Holstein et Montbéliard. Qui ont 3 groupes différents de fertilité, donc des fertiles en vert, des subfertiles en rouge et des déviants qui sont en fait très subfertiles par rapport à la prédiction génomique. Et donc tout ce projet, ça s'appelle Sequamol, c'est un laboratoire commun entre l'INRA et ALICE, qui est une fédération d'entreprises de sélection. Alors 94 librairies, ça commence à faire beaucoup. Donc pour pouvoir les générer, Jean-Philippe a beaucoup travaillé à l'automatisation de ce protocole sur un automate pipteur de type Hamilton. Et en fait, donc la programmation du protocole de RRBS a nécessité plus de 3000 lignes de commande. Donc ça s'est fait bien sûr en partenariat avec l'ingénieur d'application de chez Hamilton. Donc ça c'est l'intérieur du robot et on voit qu'il y a beaucoup qu'il est très chargé, il y a beaucoup de petits modules, notamment un thermocycleur qui s'ouvre et qui se ferme automatiquement et qui lance les programmes automatiquement, une pompe qui permet de faire des purifications sur colonne, etc. Et donc aujourd'hui c'est Aurélie Cholot-Talmont qui est ingénieure d'études dans notre équipe qui pilote cet automate. Alors, donc, une fois que les librairies sont faites, il faut les envoyer au séquençage, parce que par contre, on n'a pas de séquenceur pour réaliser le séquençage. Donc, tout cela est séquencé chez Integragen Genomics. Et en fait, le séquençage se fait en paire d'end, 2 fois 75 paires de bases, c'est-à-dire que chaque fragment va être séquencé par les 2 bouts, et il y a à chaque fois 75 paires de bases de chaque côté qui vont être séquencées. Et donc en moyenne, par échantillon, il y a 35 millions de séquences qui sont obtenues, ce qui représente en tout 4 milliards de séquences totales pour les 58 échantillons, et donc près de 1000 gigaoctets. Les qualités contrôle sont conformes à l'attendu. Donc là, vous avez les 75 paires de bases avec un indicateur qualité. Donc en gros, plus on descend et moins la qualité est bonne. Et donc là, c'est la composition en base de chaque séquence. Et donc on voit que, bien sûr, il y a une base qui est complètement effondrée, ce qui est dû à la conversion au bisulfite. Et donc, on a un système qui nous permet de calculer le taux de conversion, qui est en moyenne de 99,3%, ce qui veut dire en gros qu'on a 99 chances sur 100 quand on a une cytosine, que ce soit lié à une méthylation et non pas à un artefact, à une conversion au bisulfite qui ne serait pas totale. Alors, donc ces séquences sont ensuite alignées sur le génome de référence. Donc, elles se présentent sous forme donc de 2 fichiers FASTQ qui contiennent chacun 35 millions de fois ce type de séquence. Donc là, on a le nom de la séquence, ça je crois que c'est le brin d'ADN, et là, l'indicateur de qualité par base. Et donc, il y a un ensemble de briques qui vont permettre d'aboutir à un seul fichier qu'on appelle synthèse CPG. Encore une fois, avec une seule ligne de commande. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que d'abord, ces briques-là correspondent d'abord à une élimination des bases de mauvaise qualité ou des séquences de mauvaise qualité. Ensuite, on fait appel à l'aligneur Bismarck pour aligner sur le génome de référence. Bon, là, on a fait beaucoup de tests pour finalement conclure que c'était l'aligneur qui nous convenait le mieux. On va conserver uniquement les séquences qui s'alignent de manière unique sur le génome. Et une fois qu'elles sont alignées, on va pouvoir calculer le pourcentage de C et de T au niveau de chaque CPG, ce qui va donner un pourcentage de méthylation. Donc là, ça prend un peu de temps, c'est plusieurs heures pour avoir l'alignement. Et donc voilà à quoi ressemble le fichier synthèse CPG qu'on a en sortie. On a des positions des coordonnées chromosomiques avec la couverture, donc le nombre de séquences qui couvrent le site CPG, et le nombre de séquences méthylées avec le pourcentage de méthylation, puis également un fichier PDF avec des contrôles de qualité. Et donc là, si vous regardez ici, vous voyez que dans ces 58 séquences,
ces 58 échantillons, on avait en moyenne 39% de séquences avec des alignements uniques, ce qui est peu, ce qui est à la fois dû à la stringence des paramètres qu'on a utilisés, mais aussi qu'il y a une particularité du génome bovin qui contient beaucoup de séquences répétées. Et donc, par contre, ça représente un peu plus de 3% de CPG couverts, et seulement 60% d'entre eux en fait, étaient couverts par plus de 10 reads. Donc on voit qu'on passe de 28 millions de CPG à 3 millions couverts avec des alignements uniques, et à peu près 2 millions qui sont exploitables parce que suffisamment couverts. Ouais. Alors donc ensuite, je vais passer assez vite sur l'analyse différentielle, qui fait également appel à un fichier de configuration, parce que bon, ça c'est assez complexe, et le fichier de configuration en fait permet de répertorier tous les fichiers synthèse CPG dont on va partir, et également avec le paramétrage que l'on souhaite, par exemple 25% de différence entre les deux conditions, on peut choisir, on a le choix également entre différents logiciels pour faire cette analyse différentielle. Et donc là, on voit très bien qu'on part de nombreux fichiers de synthèse CPG qui font chacun plusieurs mégabases, et qu'on arrive à un fichier unique qui répertorie les DMC, enfin les cytosines différentiellement méthylées. Donc bon, là, je vous illustre juste ça par les résultats qui ont été obtenus sur cette cohorte de 58 euros. Donc en fait, à chaque fois, ce sont des comparaisons 2 à 2. Donc on voit qu'on atteint plusieurs milliers de cytosines différentiellement méthylées. Et donc on passe encore une fois de 2 millions de CPG exploitables à quelques millions de cytosines différentiellement méthylées qu'on peut à nouveau annoter de la même façon que tout à l'heure. Et pour terminer, je vais vous montrer une validation expérimentale, parce que quand on a des résultats de données au débit, c'est très important de réaliser cette validation avec une autre technologie. Donc vous avez là la méthylation en RRBS, la méthylation qui est obtenue avec la technologie de validation qui est le pyroséquençage. Chaque point représente un individu, et donc on a une moyenne sur plusieurs CPG à chaque fois sur ces graphes. Et ce qu'on peut voir, c'est que globalement, il y a une bonne corrélation, mais qu'elle est meilleure pour ces deux régions qui sont là-haut que pour les deux régions du bas, ce qui veut dire que sans doute ce sont des biomarqueurs potentiels plus intéressants. Et alors, en creusant un peu pourquoi elles étaient meilleures, en fait, on s'est rendu compte que la couverture moyenne des CPG était de plus de 25 séquences par individu et par CPG pour ce du haut, alors qu'elle n'était que de 10 à 20 séquences par CPG pour celle du bas. Donc, en conclusion, donc, la méthylation de l'ADN peut s'analyser comme du polymorphisme de séquences, mais pas avec les mêmes outils bioinformatiques et biostatistiques, puisque c'est une variable continue. On part de plus de 20 millions de sites CPG dans les génomes de mammifères, dont beaucoup sont invariants en termes de méthylation, notamment quand on compare des cellules somatiques entre elles. Il est possible de restreindre l'analyse à quelques millions de CPG stratégiques, donc par exemple par RRBS, ou à moins d'1 million chez l'homme en utilisant la puce 450K dont vous avez entendu parler hier. Néanmoins, le coût reste élevé pour toutes ces analyses. Pour le RRBS, c'est quelques centaines d'euros par échantillon. Il faut une plateforme bioinformatique, un espace de stockage de l'ordre du téraoctet pour analyser plusieurs conditions et réplicas biologiques. Je vous ai montré qu'entre deux conditions proches, donc un même type cellulaire, là c'était des spermatozoïdes, seuls quelques milliers de CPG sont différentiellement méthylés. On atteint plusieurs centaines de milliers entre différents types cellulaires, mais ce n'est pas forcément ce qui intéresse le plus quand on recherche des biomarqueurs. D'où l'importance de construire des outils ciblés. Par exemple, l'idéal, ce serait de partir de ces quelques milliers de CPG différentiels pour proposer un outil qui pourrait être utilisé en routine par la filière et donc qui pourrait être intégré dans les schémas de sélection. J'espère aussi vous avoir convaincu que les outils d'analyse et les paramètres choisis, par exemple la couverture de séquençage, peuvent conditionner les résultats finaux, et d'où l'importance de la prise en main des outils d'analyse par les biologistes, ou du moins un dialogue étroit avec les bioinformaticiens, et aussi de la validation expérimentale, de manière à pouvoir prendre du recul par rapport aux résultats qu'on obtient. Donc je voudrais remercier les personnes qui ont contribué à ce travail, qui a été fait dans l'équipe d'Hélène Jam,
donc, qui porte l'Apcom Sequamol avec Laurent Schibler d'Alice. Et donc Luc Jounot et François Pumy, ils voulaient pas être embêtés, donc ils nous ont fait un outil qu'on pouvait un peu manipuler à notre guise, et finalement c'est vraiment un outil super. Et Jean-Philippe Perrier qui a produit toutes ces données, qui manipule toutes ces données au débit très bien. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire qu'il est en recherche d'emploi, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai en contact. Merci beaucoup. Alors, on a le temps pour une question rapide. Oui. Est-ce que tu sais si le CCGG du site de digestion est analysé en méthylation après, par la suite? Alors, celui qu'on rajoute, celui, ouais, aux deux extrémités des fragments. il est analysé. Oui. Il y a par contre... en fait, il y a un côté où on rajoute de manière artificielle pour faire un bout cohésif. Faut que voilà. Donc, en fait, ce qui est en rouge, c'est ce qui est rajouté de manière synthétique. Et en fait, il y a une option pour ne pas analyser ce qui est rajouté de manière synthétique et ce qui donc n'est pas méthylé, quoi. Ouais. Et du coup, ma deuxième question, c'est la qualité de ces extrémités. Si tu nous remontres ton plot de QC, elle est assez mauvaise en fait sur les 2-3 premières paires de bases. Ouais. Est-ce que ça a une influence? Est-ce que c'est intégré dans votre pipeline? Parce que moi, je ne sais pas si les exclure améliorerait peut-être certains... Alors, tu parles du début? Oui. Ou de la fin? Parce que le début. Parce que... Alors ça, je pense, mais peut-être que je me trompe, que c'est lié au fait qu'en fait, toutes les bases commencent de la même façon, parce que ça commence par un site MSP1. Oui, et donc, est-ce que c'est pris en compte? Non, puisqu'on utilise ces bases pour le calcul de la méthylation. Et par contre, ce que Integragen, qui séquence beaucoup de RRBS, nous dit, c'est qu'en fait, ils prennent soin de mélanger les séquences de RRBS avec d'autres séquences. Par exemple, ils utilisent des séquences d'exomes pour atténuer l'effet au niveau du séquenceur. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question complètement, mais non, on les analyse, puisqu'elles contiennent de l'information. Oui, merci. Merci. On va pouvoir applaudir Hélène. Maintenant, on a une session de présentation de posters, présentation dite poster flash. Et donc, on va commencer avec Clémence Janton de INRA Transfer, qui va nous parler d'outils épigénétiques qui sont